Introduction au discours sur la guerre russo-ukrainienne. L'Alliance occidentale, dirigée par les États-Unis, comprenant l'OTAN, l'Union européenne et certains pays non membres de l'Union européenne, est déterminée à soutenir l'Ukraine dans sa guerre avec la Russie aussi longtemps qu'il le faudra. Pourtant, rien n'indique quelle pourrait être l'issue de la guerre. Alors, ce discours est issu de l'ouvrage Dynamics of the Ukraine War, Diplomatic Challenges and Geopolitical Uncertainties, édité chez Springer en 2024. Écrit par Victoria Kupek, professeur à la faculté d'économie et de sciences sociales de l'université de Potsdam en Allemagne et membre de la Leibniz Society Berlin. Ses intérêts de recherche comprennent l'analyse de l'économie. Il enseigne les méthodologies de recherche et l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'études dans les pays en développement et développés. Son postulat est « La guerre politique fournit un vaste contexte au conflit russo-ukrainien, englobant les échecs diplomatiques, les revendications de dénazification, de démilitarisation de la Russie et le mécontentement occidental à l'égard de la guerre dans les pays de l'OTAN, en citant Goldgeier et Edkowitz chez Fritzen. Le débat sur la guerre économique à travers l'imposition de sanctions se concentre sur les controverses entourant les effets financiers et commerciaux de la guerre. Enfin, la guerre de propagande met en lumière l'échec du quatrième pouvoir et la manipulation des grands médias des deux côtés du conflit. Nous allons faire de ce discours sur la guerre en Ukraine en deux parties. Une partie sur un aspect historique et une deuxième partie sur les échecs de la diplomatie et l'avenir de la diplomatie. Alors, le discours sur la guerre russo-ukrainienne, la situation est compliquée par le fait qu'en plus du conflit militaire, l'Occident mène une guerre politique, territoriale et économique au moyen de sanctions en Ukraine, dans le cadre de laquelle toutes les parties mènent une guerre de propagande géopolitique et intérieure. Il est donc difficile pour les pays occidentaux de déterminer à quel stade rechercher une solution diplomatique. L'Alliance occidentale. L'Alliance occidentale, dirigée par les États-Unis, participe à la guerre en fournissant de grandes quantités d'armes et de systèmes d'armes, en formant du personnel militaire, en fournissant des services de renseignement, une aide financière et économique et un soutien diplomatique. Malgré les premiers succès ukrainiens sur le champ de bataille et le soutien apporté à l'Ukraine par l'Alliance occidentale, l'armée russe a continué soit à maintenir ses positions dans les territoires annexés. Après environ 20 mois de guerre, aucune des deux parties n'est plus proche d'atteindre ses objectifs. Sur le plan économique. La Russie est restée plus forte que prévu, les sanctions occidentales n'ayant pas encore produit l'effet escompté. L'économie agricole ukrainienne, tant qu'à elle, est dévastée. Le chemin qui mène à la table des négociations est toutefois semé d'embûches par des propositions difficiles ou des écoles de pensée qui ont émergé dans l'arène politique occidentale. Les différents soutiens. Une école soutient qu'il est nécessaire que l'Alliance occidentale continue, voire augmente son soutien militaire, économique et financier à l'Ukraine, jusqu'à ce que la Russie soit vaincue, à un tel point qu'elle ne soit plus en mesure de lancer une autre guerre ou une autre invasion avant des décennies. Les partisans de la deuxième école de pensée soutiennent que l'Ukraine ne devrait recevoir qu'une quantité limitée d'armes, juste assez pour maintenir la situation actuelle, pour donner à la diplomatie une chance de mettre un terme au combat et de préserver des vies humaines. Des perspectives politiques bien concurrentes. L'élargissement de l'OTAN est sans doute l'une des questions centrales des deux côtés du conflit. Du point de vue russe, toute expansion de l'OTAN vers l'Est constitue une ligne rouge et un aspect inacceptable de la politique étrangère américaine
dans l'après-guerre froide. D'un autre côté, l'Ukraine, malgré les engagements pris dans le mémorandum de Budapest, la déclaration du sommet de Bucarest, les accords de Minsk I, de Minsk II, ne se sentait pas en sécurité en tant que pays souverain, notamment après l'annexion de la Crimée par la Russie. Les coûts de la guerre. Il est également clair que l'Occident payera un prix économique élevé. L'Ukraine payera par habitant le prix le plus élevé en termes humains. Le coût de ce conflit militaire sera probablement plus élevé pour la Russie que les gains possibles. Quant aux sanctions économiques occidentales, elles ont des effets négatifs respectivement sur l'Union européenne, sur l'Ukraine et sur la Russie. Les pays de l'Union européenne seront-ils capables de maintenir leur soutien à l'Ukraine ? Malgré le ralentissement économique, la hausse du coût de la vie et le mécontentement populaire. La réponse courte est que pour réussir et protéger leurs intérêts économiques, les pays de l'Union européenne doivent se détacher du marché russe existant. Par la suite, l'Union européenne et ses membres devront rechercher de nouveaux marchés en concurrence avec la Russie, notamment dans les pays du Sud. Mais cela peut prendre des années. D'un autre côté, la Russie a rapidement et avec succès orienté son économie vers l'Est et le Sud et a réussi à contourner les sanctions occidentales. Dans une analyse à grande échelle, la guerre russo-ukrainienne et la tragédie qui en a résulté peut s'expliquer et non se justifier par la collision des intérêts géopolitiques des États-Unis via l'OTAN, pour maintenir leur hégémonie mondiale, quels que soient les coûts économiques et militaires, et quel qu'en soit le prix. D'une part, et face à la montée des puissances géopolitiques, telles que la Chine, la Russie, la Turquie et d'autres pays du Sud, qui conduisent à refaçonner un nouvel ordre mondial multipolaire. Pour analyser les discussions à grande échelle, plusieurs thèmes et sujets interconnectés doivent être pris en compte. Le soutien occidental. Lors du sommet de l'OTAN, organisé en juillet 2023 à Vilnius, l'attention a été braquée sur l'importante aide en matière de sécurité que les pays occidentaux accordent à l'Ukraine. Former les pilotes et le personnel au sol ukrainien à l'utilisation des avions de combat F-16. Envoyer des missiles de croisière français Scalp à longue portée pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. Allouer une somme de 3 milliards de dollars d'assistance militaire à l'Ukraine. Une coalition composée du Canada, de l'Union européenne, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de Taïwan, du Royaume-Uni et des États-Unis a récemment introduit une gamme complète de sanctions spécifiquement dirigées contre la Russie. Pour amener cette proposition à une conclusion logique, cela signifie que l'Alliance occidentale a fourni à l'Ukraine suffisamment d'armes et a assuré une formation adéquate aux forces armées ukrainiennes pour vaincre la Russie, militairement, politiquement et économiquement. Cela mérite prudence. Si l'Alliance occidentale dirigée par les États-Unis a effectivement fourni suffisamment d'armes, ou si elle doit continuer à fournir à l'Ukraine une quantité toujours croissante d'armes, de systèmes de défense, de formation, de renseignement, quand l'Ukraine va-t-elle reconquérir les territoires occupés et annexés ? Si l'on prend en considération les objectifs du gouvernement ukrainien et les nouvelles livraisons d'armes, la question est de savoir dans quelle mesure cette situation entraînera-t-elle une nouvelle phase de guerre. Plus important encore, jusqu'à présent, cette contre-offensive de printemps ukrainienne tant attendue, qui a débuté en juin 2023, n'a pas eu autant de succès qu'on l'imaginait auparavant. La rhétorique de l'Alliance occidentale. Utiliser des slogans tels que « soutenir l'Ukraine autant qu'il le faudra »
et aussi longtemps qu'il le faudra, est une arme à double tranchant. Compte tenu de la supériorité des armes occidentales, la coalition dirigée par les États-Unis s'attend à ce que l'Ukraine, grâce à sa contre-offensive, remporte une victoire décisive. Si l'Ukraine ne parvient pas à répondre aux attentes, elle risque de perdre la confiance de l'OTAN et des autres pays alliés, et ainsi d'être privée d'un soutien militaire continu. Une ombre sur le soutien actuel des États-Unis, à savoir la prochaine campagne électorale présidentielle américaine de 2024, pour une vision plus nationaliste, pourrait prévaloir. Enfin, il y aura également des élections au Parlement européen en juin 2024. Si le soutien national actuel aux partis de droite en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Hongrie, Pologne, Pays-Bas et dans d'autres pays de l'Union européenne se reflète au Parlement européen, le soutien à l'Ukraine pourrait alors changer. La démocratie ukrainienne. L'Ukraine devait organiser des élections parlementaires en 2023 et des élections présidentielles en 2024. Le gouvernement ukrainien a déclaré qu'aucune de ces élections n'aurait lieu tant que l'Ukraine serait gouvernée par la loi martiale. Ainsi, l'Ukraine a perdu une grande partie de ses prétentions de démocratie. En outre, le gouvernement ukrainien a interdit les partis d'opposition, criminalisé les médias légitimes de ses opposants, emprisonné les principaux dirigeants politiques de l'opposition, perquisitionné dans les églises orthodoxes et emprisonné des ecclésiastiques. Il a également emprisonné des journalistes, dont González Lira, un citoyen américain, pour avoir exercé sa liberté d'expression en contestant le récit de guerre du gouvernement ukrainien. Ce problème a été reconnu par le gouvernement ukrainien qui, sous la pression de l'Alliance occidentale, a accepté d'organiser des élections à condition que cette dernière fournisse un financement suffisant. De telles demandes de soutien financier supplémentaire ressemblent à une démocratie à vendre, selon Olga Baïcha. L'OTAN. L'Ukraine fait tout ce qui est en son pouvoir pour devenir membre de l'OTAN, si nécessaire par une porte dérobée, en demandant que les conditions normales d'adhésion soient suspendues. L'Ukraine, avec ses armes et ses systèmes d'armes fournis par l'Alliance occidentale, intensifie la confrontation en faisant passer la guerre au-delà de la frontière russe. La question ouverte est de savoir dans quelle mesure un succès ukrainien sur le champ de bataille pourrait suffire à assurer sa souveraineté et son avenir en tant que membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Lors du sommet de la Communauté politique européenne en Moldavie, en juin 2023, le chancelier allemand Olaf Scholz a laissé peu d'espoir à l'Ukraine d'une invitation rapide à rejoindre l'OTAN. En outre, l'Ukraine tente d'impliquer ouvertement l'OTAN en tant que participant à la guerre. Sous la présidence Trump, s'il avait à être élu, l'OTAN, en tant qu'organisation, serait marginalisée. L'Union européenne était divisée sur de nombreuses questions, ce qui a provoqué la montée de blocs tels que le groupe de Visegrad, le groupe eurosceptique et d'autres. Les pays baltes, par contre, sont en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation. Avec l'avènement de la guerre russo-ukrainienne, l'alliance de l'OTAN s'est de plus en plus unie pour soutenir l'Ukraine, à quelques rares exceptions, comme la Hongrie, la Turquie, la Bulgarie et plus récemment la Slovaquie. Les sanctions. L'Alliance occidentale impose des sanctions économiques et politiques à la Russie. L'objectif est d'affaiblir l'économie russe en réduisant ses revenus commerciaux internationaux, notamment en limitant les services bancaires et en coupant la Russie des facilités financières internationales
entre autres sanctions. Cela inclut, entre autres, les exportations de pétrole et de gaz vers l'Europe et la limitation de l'accès de la Russie aux produits qui pourraient être utilisés dans la guerre russe contre l'Ukraine. Il existe deux écoles de pensée. L'une d'entre elles est avancée par les partisans des sanctions qui affirment qu'il faut du temps pour que celles-ci prennent effet. L'autre école utilise le contre-argument, à savoir que puisque ni les pressions militaires ni la politique de sanctions n'ont été couronnées de succès, d'autres pressions économiques peuvent être nécessaires. Il faut reconnaître que la Russie a réussi, au fil du temps, à déconnecter partiellement son économie de l'Union européenne. Ceci a été réalisé grâce à une collaboration économique avec la Chine, le Brésil, la Turquie, l'Inde et d'autres pays, principalement du Sud. Le renforcement des États-Unis. Les conséquences géopolitiques et géoéconomiques de la guerre russo-ukrainienne ne se sont pas encore pleinement manifestées. Il existe cependant une certitude. Les conséquences ne se limitent pas à la région euro-asiatique, mais touchent aussi bien le Nord que le Sud. Premièrement, l'un des premiers résultats de la guerre russo-ukrainienne est la fusion géopolitique et géoéconomique de l'Occident libéral sous la direction des États-Unis. Pour renforcer sa sphère d'influence géopolitique, l'OTAN a accéléré l'adhésion de la Suède et de la Finlande. En outre, des pays neutres d'Europe centrale comme l'Autriche et la Suisse ont accepté de participer et de soutenir le programme géoéconomique des sanctions de l'Alliance occidentale contre la Russie. On peut affirmer que l'agenda géopolitique et géoéconomique occidental est de se reconstruire en une forteresse et ainsi de préserver l'hégémonie mondiale des États-Unis. De ce point de vue, la guerre russo-ukrainienne n'est qu'un tremplin vers la garantie du statut hégémonique des États-Unis et de leurs objectifs. L'élargissement de l'OTAN à l'adhésion de la Suède et de la Finlande entraîne une augmentation potentielle de l'hétérogénéité. La Turquie. Pour illustrer ce point, la Turquie a initialement opposé son veto à l'admission de 2 pays à l'OTAN et a exercé son droit de poursuivre des politiques indépendantes au sein de l'OTAN. Cela pourrait conduire la Turquie à se séparer complètement de l'Alliance. Coopération de Shanghai. La Turquie est plus étroitement alignée, par exemple, sur l'organisation de coopération de Shanghai qu'avec ses partenaires occidentaux. Le deuxième résultat de la guerre russo-ukrainienne est que l'Alliance occidentale est de plus en plus isolée sur la scène géopolitique et géoéconomique mondiale, principalement à cause de ses propres actions. C'est en octobre 2022 que Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, s'est aliéné le reste du monde en assimilant l'Europe à un jardin et le reste du monde à une jungle qui menace de l'envahir. Le reste du monde. Le reste du monde qui observe la situation d'un point de vue prudent et souvent neutre, même si la plupart des pays membres de l'ONU ont dénoncé la conquête russe. La majorité mondiale, une plus grande partie de la population mondiale, s'oppose aux politiques de sanctions de l'Alliance occidentale. Cela inclut des pays tels que les membres des BRICS, notamment le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, ainsi que des États non alliés d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine et de la région du Pacifique. La vision russe. Un nombre important de ces pays partagent le point de vue russe, selon lequel l'OTAN, sous la direction des États-Unis, doit être tenue pour responsable de la guerre russo-ukrainienne et de la montée continue des tensions géopolitiques et géoéconomiques. Les pays en voie de développement. Les pays en voie de développement ne reconnaissent pas l'autorité exclusive de l'Occident pour fixer les règles, les valeurs et les normes qui régissent leur ordre international respectif. L'une des raisons de cette situation est que les économies émergentes n'ont pas oublié les violations du droit international commises par les alliances occidentales au cours de cette dernière décennie, notamment au Moyen-Orient, dans les Balkans
et en Asie centrale. Les pays en développement n'acceptent aucune légitimité morale revendiquée par l'Occident, qui se prétend gardien de l'ordre mondial. La Russie semble compter sur ces tendances isolantes dans le domaine des relations internationales, ce qui lui permettra de devenir un vainqueur sur la scène géopolitique et géoéconomique mondiale. Domaine géoéconomique. En imposant des sanctions, l'Union européenne perd considérablement en termes de compétitivité sur le marché mondial, cité par la Banque européenne d'investissement en 2022. L'industrie européenne, en raison des sanctions, paye les prix des matières premières et de l'énergie les plus élevés au monde. L'Union européenne, en tant que bloc commercial, a perdu le marché russe d'exportation de technologies. Il fait référence à l'affaiblissement économique de l'Europe. Cela résulte de l'alignement économique généralisé de l'Europe sur les objectifs géopolitiques stratégiques des États-Unis. L'intensification des sanctions anti-russes par l'Alliance occidentale met potentiellement un terme à l'accès de l'Europe aux partenaires commerciaux habituels de l'Est. L'Union européenne, première victime. L'Union européenne est en train de devenir la première victime de la rationalité de la guerre, dans laquelle les gouvernements des pays de l'Union européenne et de la Russie, respectivement, se sont retrouvés piégés. La guerre russo-ukrainienne et les sanctions occidentales isolent économiquement l'Union européenne et les autres pays alliés du reste des continents, euro-asiatiques et latino-américains, ainsi que de la région Inde-Pacifique. L'économie européenne est de plus en plus exposée à la désindustrialisation et à la dévaluation de l'euro par rapport au dollar. Les tensions. Compte tenu des tensions géoéconomiques et géopolitiques entre l'Union européenne et la Russie, ce sont les États-Unis qui semblent être les principaux gagnants. Des signes de frustration apparaissent aux États-Unis face à la contre-offensive ukrainienne. Il existe un risque non seulement de ralentissement de l'économie américaine et de sa position géoéconomique, mais également de son statut géopolitique hégémonique à moyen terme. Il est donc dans l'intérêt des États-Unis de prolonger la guerre russo-ukrainienne aussi longtemps qu'il le faudra, quoi que cela puisse signifier. Un changement perceptible dans la position des États-Unis concernant la contre-offensive en cours en Ukraine est apparu, caractérisé par des expressions d'insatisfaction à l'égard des progrès ukrainiens réalisés jusqu'à présent. Le président américain Joe Biden compte sur le soutien d'une majorité de républicains au Congrès pour maintenir les niveaux actuels de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, en particulier à l'approche de l'année électorale de 2024. La communauté internationale. De nombreux gouvernements sont confrontés à une inondation d'informations dont le contenu cherche à trouver un moyen de mettre fin à la guerre. Trouver une solution pour mettre fin à la guerre n'est actuellement ni politiquement, ni militairement, ni idéologiquement réalisable. Deux raisons principales expliquent pourquoi les parties belligérantes sont parvenues à une impasse. D'un côté, se pose la question du territoire, de l'autre, la question de l'alliance. Concernant ce dernier point, la Russie poursuit une politique de neutralité ukrainienne et ne souhaite pas avoir l'OTAN à ses portes. L'Ukraine recherche une alliance avec l'Occident, notamment l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Ces deux positions sont tout simplement inconciliables. L'Ukraine vise à rétablir ses frontières d'avant 2014 par tous les moyens disponibles. La Russie ne montre aucune intention de se retirer du territoire occupé et tentera plutôt d'étendre le territoire qu'elle contrôle en Ukraine. Les cris de guerre. Les cris de guerre qui résonnent depuis Washington, Londres, Berlin, Paris, Ottawa, Varsovie et d'autres citadelles de l'Alliance occidentale dirigées par les États-Unis. Leur position est claire. Ils soutiendront l'Ukraine contre la Russie aussi longtemps qu'il le faudra et avec tous les moyens nécessaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La position de l'Alliance occidentale dirigée par les États-Unis est simple.
accroître le soutien à l'Ukraine en matière d'armes, de renseignements militaires et de formation des forces armées, dans l'espoir que l'Ukraine sorte victorieuse du conflit. Point faible, l'Alliance occidentale n'a pas défini précisément ce qui constitue une victoire. De nombreux soldats, ukrainiens et russes, sont tués ou mutilés sur le champ de bataille. Mais dans quel but ? La grande tragédie est que dans cette guerre, comme dans bien d'autres, la population civile souffre de blessures, de morts et de pertes de moyens de subsistance. S'il est possible de tenter de démêler le tissu politique qui est souvent construit des deux côtés à partir de désinformation, de propagande, de mensonges et de justifier la guerre du point de vue d'une partie belligérante, de telles entreprises ne finiront pas par arrêter la guerre ni empêcher les pertes de vie. Pour le peuple ukrainien, la perte de vie humaine constitue une véritable tragédie humanitaire et une menace existentielle politique et nationale. On va recadrer le discours. Dans cette incertitude de la guerre russo-ukrainienne, quelle solution diplomatique ? Les incertitudes. Ces incertitudes peuvent se manifester sous diverses formes, notamment les stratégies militaires, la prise de décision politique et la nature imprévisible du conflit lui-même. Comprendre ces incertitudes est essentiel pour comprendre la dynamique plus large du conflit russo-ukrainien et ses implications pour la sécurité internationale. Au-delà de ces incertitudes, il faut observer un phénomène supplémentaire, à savoir la rhétorique politique en Ukraine, en Occident et en Russie, citée par Olga Baïcha en 2023. La rhétorique politique joue un rôle central pour façonner l'opinion publique, rallier le soutien aux efforts de guerre et définir les objectifs d'un conflit. Explorer les perceptions et les priorités changeantes de chaque camp, mettant en lumière l'impact de ces changements rhétoriques sur la trajectoire du conflit. La rhétorique politique peut parfois refléter des considérations de politique intérieure, des alliances internationales et le contexte géopolitique plus large. Une représentation changeante de la guerre. Le récit d'un conflit évolue, souvent en réponse à l'évolution des circonstances sur le terrain et à l'évolution des récits politiques. Comprendre comment chaque camp représente la guerre à son public et à la communauté internationale fournit des informations précieuses sur leurs objectifs et stratégies respectives. Inclure des récits de victoire, de sacrifice, d'héroïsme ou de victimisation qui ont d'importantes implications psychologiques et stratégiques. Les revendications territoriales. La question des revendications territoriales et des changements de discours faisant référence à un moment critique du conflit, à savoir les gains et les pertes territoriales au cours des mois d'hiver 2022-2023. Les efforts diplomatiques. Il est utile d'approfondir les spécificités de ces changements et la manière dont ils ont façonné l'état actuel du conflit, en se concentrant sur leurs implications pour les efforts diplomatiques. À l'impasse sur le champ de bataille. Il existe également une impasse diplomatique. En bref, les solutions diplomatiques visant à mettre fin à la guerre n'avaient pas encore trouvé leur place d'un côté ou de l'autre. Le monde a été témoin de ce que l'on pourrait appeler la mort de la diplomatie dans la guerre russo-ukrainienne. Un concept qui est exploré en détail. La mort de la diplomatie est un concept complexe aux ramifications importantes. Cela signifie que le conflit a atteint un stade où les solutions diplomatiques semblent inaccessibles en raison des positions profondément enracinées des parties belligérantes. Il est donc crucial d'examiner les facteurs contribuant à cette mort de la diplomatie, parmi lesquels les menaces existentielles perçues, les calculs de réole politique et le durcissement des positions politiques. Une nature prolongée du conflit. Il devient évident qu'il n'y a pas de gagnant clair en vue en réunissant les discussions sur le changement de représentation de la guerre, les déplacements territoriaux, les changements de discours et la mort de la diplomatie.
Quelle stabilité! Cette nature prolongée du conflit a des implications considérables pour l'Ukraine, l'Europe, le paysage géopolitique et la communauté internationale. Cela soulève également une question cruciale. Quelles conditions seraient nécessaires pour une résolution du conflit qui n'aboutirait pas à une victoire décisive d'une partie, mais apporterait au contraire la stabilité à la région? Quelles sont les voies réalistes? Il est important de considérer les pistes potentielles pour une solution diplomatique. Il est crucial d'analyser quels facteurs pourraient devoir changer ou évoluer pour que la diplomatie redevienne une voie réaliste vers la fin du conflit. Les échecs et les problèmes. Le problème de l'échec de la voie diplomatique est que la Russie et l'Ukraine, respectivement, sont perçus comme étant confrontés à une menace existentielle. En revanche, les États-Unis sont confrontés à une crise hégémonique potentielle, qui s'exprime comme une dichotomie caractérisée comme un état de choses fluide et recadre ainsi le discours. Au cours des 20 premiers mois de la guerre, aucune des deux parties n'a réalisé de progrès significatif, ce qui indique une victoire militaire décisive. En réponse à la stagnation de la situation militaire, les parties en conflit ont réorienté leur attention vers des guerres de propagande sur les fronts nationaux et internationaux. Une grande partie de la propagande des deux côtés a été caractérisée par des représentations irréalistes qui se résument souvent à des vœux pieux et à l'auto-glorification, avec des affirmations de succès là où il n'en existe pas. Les accords. Les accords de l'après-guerre froide, tels que le mémorandum de Budapest, la déclaration du sommet de Bucarest et les accords de Minsk I et Minsk II, ont conduit l'Ukraine à renoncer à la dissuasion nucléaire de l'ère soviétique en échange pour des garanties de souveraineté et d'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Russie, avec le soutien de l'Allemagne et de la France. De plus, tout engagement de l'Ukraine à renoncer sa démarche d'adhésion à l'Union européenne est une question controversée pour une grande partie de la population ukrainienne. Il est concevable qu'une éventuelle résolution des hostilités entre l'Ukraine et la Russie puisse entraîner l'OTAN et les pays occidentaux dans une impasse géopolitique prolongée, rappelant la guerre froide, déclenchant une course aux armements régionales plus large et durable avec d'importantes conséquences politiques et économiques. Compte tenu de ces incertitudes, il pourrait être plus réaliste de rechercher une solution diplomatique pour parvenir à une résolution pacifique de la guerre russo-ukrainienne. Quels accords de paix? 20 mois après le début de la guerre russo-ukrainienne, rien n'indique qu'un accord de paix significatif soit à portée de main. Pour parvenir à une solution diplomatique à la guerre russo-ukrainienne, les trois principales parties impliquées, l'Alliance occidentale dirigée par les États-Unis, l'Ukraine et la Russie doivent parvenir à un accord. Les efforts déployés par des pays non alignés, comme la Chine, la Turquie, le Brésil et l'Afrique du Sud, ainsi que par plusieurs autres pays africains, pour négocier une résolution diplomatique visant à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, que ce soit sous la forme d'un armistice ou d'un conflit gelé, ou un accord de paix, ont jusqu'à présent échoué. Une destruction à grande échelle. Les destructions, les pertes en vie humaine et les souffrances humaines semblent interminables. La Russie semble s'être engagée dans une guerre d'usure, tandis que l'Ukraine s'efforce de modifier la dynamique du conflit grâce à sa contre-offensive du printemps, soutenue par l'Alliance occidentale comme une guerre par procuration. Dans les grands médias occidentaux et dans le discours universitaire, prôner une solution diplomatique à la guerre russo-ukrainienne est souvent interprétée comme une sympathie pour Poutine et son régime. Les causes de l'échec diplomatique sont multiples. L'une des explications dominantes est que les États-Unis et leurs alliés européens n'ont pas pris au sérieux les préoccupations de la Russie concernant les menaces existentielles, ou que l'Occident n'a pas présenté à la Fédération de Russie des solutions qui auraient pu empêcher sa soi-disant opération militaire spéciale. Quels échecs! D'autres soutiennent que la diplomatie a échoué parce que l'Occident n'a pas voulu ou n'a pas pu inclure
la Russie dans les discussions sur l'architecture de sécurité européenne de l'après-guerre froide. Certains ont suggéré que l'opération militaire spéciale de la Russie faisait partie d'un projet politique plus large, visant à défier et à contenir l'action menée par les États-Unis. On pourrait affirmer que le gouvernement russe a sur une longue période conclu qu'une Ukraine pro-occidentale, libérale, démocratique et indépendante, aspirant à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne, constituait une menace existentielle, insoutenable pour la sécurité nationale de la Russie. Le soft power et le hard power. Le soft power et le hard power de l'Alliance occidentale dans le voisinage européen de la Russie. Sur la scène mondiale, la diplomatie liée à la guerre russo-ukrainienne s'en sort mal. La Chine perçoit les États-Unis comme une puissance hégémonique en déclin, déterminée à conserver le pouvoir en la contenant militairement et économiquement. L'Occident a eu du mal à parvenir à un consensus, non seulement pour censurer la Russie, mais aussi pour aider l'Ukraine. L'Alliance occidentale unifiée n'a pas encore convaincu la Chine, l'Inde et d'autres acteurs importants de s'aligner sur l'Occident. Plusieurs pays non alignés, dont la Chine, l'Inde, l'Israël, la Turquie et les Émirats arabes unis, se sont efforcés de faciliter des solutions diplomatiques, mais jusqu'à présent sans succès. Effondrement de la diplomatie. L'Ukraine pourrait être réduite à un État croupion, dysfonctionnel, ou divisée en deux pays distincts. Si la Russie perd, elle pourrait affronter les forces de l'OTAN à sa frontière ukrainienne et au-delà. La Fédération de Russie pourrait être confrontée à une désintégration territoriale ou à une ruine économique. Une fédération de Russie vaincue pourrait connaître une désintégration politique ou une réduction territoriale en raison des sécessions de certaines de ces républiques en quête de souveraineté. Des menaces existentielles. L'une des principales raisons de l'effondrement de la diplomatie est la perception qu'ont la Russie et l'Ukraine d'être confrontées à des menaces existentielles de leur propre point de vue. Il ne fait aucun doute que la guerre russo-ukrainienne constitue une menace existentielle non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie, l'Union européenne et les États-Unis. Cependant, chaque entité est confrontée à des menaces existentielles différentes. L'Union européenne pourrait perdre sa position économique en tant que bloc commercial avec les pays du Sud et les BRICS, et les États-Unis pourraient sentir que leur statut hégémonique mondial est menacé. Maintenir sa position. Les États-Unis se battent pour maintenir leur position de seul acteur mondial. Même avant la guerre russo-ukrainienne, les États-Unis risquaient de perdre le contrôle de la finance et des affaires monétaires internationales mondiales. C'est une situation dans laquelle les États-Unis doivent être prudents quant à leurs désirs. L'Union européenne, en particulier l'Allemagne et la France, les deux membres de l'Union européenne les plus puissants économiquement, politiquement et militairement, ont été économiquement et politiquement détachés du Sud en raison des sanctions imposées à la Russie par les États-Unis. Par conséquent, la réalité économique de la plupart des pays de l'Union européenne dépendra, dans une large mesure, des États-Unis. Cela obligera les pays européens à naviguer sur un chemin difficile entre les intérêts nationaux motivés par le mécontentement intérieur dû aux pressions économiques exercées sur leur population, et le cadre de l'OTAN dirigé par les États-Unis, en particulier celui de l'Alliance, Washington, Londres, Ottawa, Varsovie, Kiev. Les dirigeants de nombreux pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie aspirent à donner la priorité à leurs problèmes et à encourager une nouvelle coopération équitable entre les pays développés et les pays en développement. Les milices. Ce front implique deux milices, la région de Russie libre et le corps des volontaires russes. Même s'il n'est pas clair si ces milices sont ukrainiennes ou russes, elles reçoivent le soutien de l'Ukraine. Il semble que ces milices visent à perturber les lignes d'approvisionnement russes, à détruire les réserves de munitions, à attaquer les installations militaires et à semer la confusion générale. La guerre russo-ukrainienne et les sanctions occidentales isolent économiquement l'Union européenne et les autres pays alliés du reste des continents euro-asiatiques et latino-américains, ainsi que de la région Indo-Pacifique. L'économie européenne
est de plus en plus exposée à la désindustrialisation et à la dévaluation de l'euro par rapport au dollar. La question se pose de savoir d'où vient l'armement et le soutien de ces milices et l'impact potentiel de ce nouveau front à l'intérieur de la Russie sur la guerre globale et la contre-offensive ukrainienne. Une guerre de propagande élaborée régit ce qu'on appelle les reportages. Malgré la guerre de propagande généralisée dans les médias grand public et sur les réseaux sociaux, il est difficile de trouver des contenus médiatiques vérifiés de manière indépendante. Les médias publiant des opinions d'opinion et des commentaires politiques et militaires proposent un contenu biaisé, favorisant soit l'Alliance occidentale, soit la Fédération de Russie. Souvent, ces récits s'opposent, mais dans l'ensemble, l'Occident gagne la guerre de la propagande. Une pression considérable s'exerce sur l'Ukraine pour qu'elle obtienne des succès décisifs sur le champ de bataille. Les espoirs au sein de l'Alliance occidentale de gains substantiels en Ukraine sont extrêmement élevés. Malgré tout ce soutien, il reste à voir dans quelle mesure l'Ukraine dispose de ressources humaines nécessaires pour exploiter, entretenir des systèmes d'armes sophistiqués. Alliance occidentale et les hypothèses. L'Alliance occidentale doit exprimer clairement l'objectif de son implication indirecte dans la guerre. Il y a cependant des voix au sein de l'Alliance occidentale, comme l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Rasmussen, qui prône une implication directe des troupes de l'OTAN en Ukraine. L'hypothèse est que la Russie sera militairement vaincue. Toutefois, cela n'est pas acquis. Et il faut savoir clairement si l'Alliance occidentale envisage d'aider l'Ukraine à y parvenir et à quel prix. Il est donc essentiel que l'Ukraine et ses partisans occidentaux aillent au-delà de la vision unidimensionnelle selon laquelle la guerre ne peut se terminer qu'avec la défaite de la Russie. L'autre dimension implique la formulation d'une fin de parti politique et d'un équilibre des intérêts russo-ukrainiens par des moyens diplomatiques conduisant à la fin de la guerre. Une guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine posera de plus en plus de problèmes à l'Alliance occidentale dirigée par les États-Unis, car il existe un potentiel d'escalade. Cela pourrait impliquer le déploiement d'armes nucléaires par la Russie ou une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. L'Ukraine accueillerait favorablement ce dernier scénario, car elle deviendrait un membre non officiel de l'OTAN et bénéficierait de l'activation de son article 5. Dans une telle situation, l'Ukraine deviendrait, au mieux, entièrement dépendante de l'Occident pour sa survie politique, économique, militaire et socio-économique, ou bien terrain vierge.